Alors, bonjour à tous. Je, Oui, bonjour à tous. je connecte tout le monde comme d'habitude. Ça prend un petit peu de temps. On va pouvoir commencer. Donc, troisième visio de Evelyne Le Terme, qui va donc nous présenter ce soir un autre thème. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, c'est bon? Parfait. Bah, Evelyne, moi, je vous laisse la main. Bonjour à tous. Donc pour le troisième cours, donc je vais reprendre le sommaire. Donc les deux premiers chapitres, si l'on peut dire, portaient sur le greffage des arbres fruitiers. Nous avons vu le lien avec la domestication, la pépinière fruitière, le prélèvement des greffons, les différents types de greffes, enfin plus ou moins différents types de greffes, un exemple de 9 espèces de porte-greffes et en conclusion, la saisonnalité des greffages. Nous allons aborder le thème de l'arboriculture traditionnelle à l'arboriculture agroécologique, c'est-à-dire la place du greffage en arboriculture, l'évolution de l'arboriculture fruitière. D'abord, nous allons voir les fruitiers dans les associations de production, ensuite l'arboriculture contemporaine et enfin l'évolution de cette arboriculture vers des systèmes agroforestiers. Alors, le greffage chez les professionnels actuels, c'est d'abord un greffage en pépinière, donc c'est ce qu'on a vu auparavant, mais c'est aussi l'adaptation variétale de vergers qui portent des variétés, soit qui ne se commercialisent plus suffisamment ou qui présentent des problèmes, quel que soit le problème, mauvaise adaptation climatique, trop de parasites et cetera et donc c'est une adaptation par surgreffage. Donc nous le voyons, sur cette, photo prise de près où on voit un premier point de greffe. Donc à gauche, on voit que le verger, c'est un verger, nanifiant, hein, sur porte-greffe nanifiant, donc des pommiers plantés à 1,75 m. Un premier greffage avec un point de greffe important qui est le signe même du porte-greffe M9 et un deuxième greffage à 1 m de haut pour une seconde variété qui est celle qui produit à l'heure actuelle. Donc le surgreffage des pommiers est vraiment très classique chez les arboriculteurs. Donc là, on en voit un autre exemple avec des arbres qui ont un tronc suffisamment gros pour penser qu'ils ont de toute façon plus de 20 ans, voire plus de 30 ans. Les précédents avaient 40 ans. Et donc, on voit une vigueur extrêmement importante qui est récupérée au bout de 2 ou 3 ans après le greffage et une mise à fruit immédiate. Donc là, on voit le greffage qui a été réalisé, qui est un greffage en couronne avec les 2 greffons latéraux, et dont un qui va servir à faire le tronc, l'autre servant à faire la cicatrisation, à aider à la cicatrisation de la plaie. D'autres photos d'exemples de surgreffage. Donc là, il s'agit d'un pommier greffé latéralement, mais ici, il s'agit de châtaigniers. Donc on voit des pousses extrêmement vigoureuses et une remise à fruit, même pour des espèces aussi difficiles que le châtaignier, une remise à fruit extrêmement rapide, au bout de 2 à 3 ans. Et là, un exemple de plus près, donc on voit bien un tronc initial avec une première variété et puis la seconde variété avec le point de greffe et les bourgeons issus du greffon qui ont démarré et qui, comme on le voit, se sont développés depuis 3 ans. Alors, autre exemple que je ne vous avais pas montré, c'était le greffage de kaki, par exemple, de plaques minier.
Donc on peut faire aussi du surgreffage sur un plaque minier, âgé. Donc celui-ci, il a 6 ans. Il avait 6 ans au moment du greffage. Toujours, soit en couronne, soit en fente compte tenu du diamètre de la branche, voire du tronc. Donc le greffage a été fait le 15 avril. Et le débourrement est souvent tardif sur cette espèce, donc il ne faut pas avoir peur, de voir les bourgeons rester, au stade hivernal, mais on constate que les cellules sont turgescentes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déshydratation. Si les greffons se déshydratent, c'est que le greffage, n'a pas fonctionné. Tandis que là, on voit le 5 mai, le premier bourgeon commence à débourrer et le 11 juin, tout le monde est parti et là, la croissance va être extrêmement rapide. C'est toujours le cas lorsque l'on fait du surgreffage parce qu'on bénéficie d'un système racinaire important. Autre, surgreffage de pommier, toujours sur porte-greffe nanifiant, de 24 ans. Donc là, c'était le 3 avril. On voit que les bourgeons commencent juste à débourrer, mais ça signifie que le greffage a dû être fait vers le 15 mars, un peu 15-20 mars et la croissance est extrêmement active le 24 mai, sauf qu'on constate le démarrage de bourgeons sur, la variété d'origine et il faudra être très vigilant, d'enlever ces bourgeons qui, eux, vont recevoir en priorité de la sève. Donc là, pour le moment, on peut se dire qu'il n'y a pas trop de risques vu la croissance qui est présente sur les greffons, mais malgré tout, il faudra absolument penser régulièrement à passer sur des arbres qui ont été surgreffés. On ne peut pas les abandonner. Donc, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? C'est l'arboriculture fruitière dans sa globalité, c'est-à-dire à travers son évolution. L'arbre fruitier a été greffé de tout temps dans les systèmes traditionnels comme dans les systèmes contemporains. Donc dans l'arboriculture traditionnelle, c'était une arboriculture d'association, c'est ce que l'on va voir, hein, des arbres fruitiers étaient présents dans les vignes, c'est la première association, les arbres fruitiers et les vignes ont toujours été, ensemble on va dire, jusqu'au début du XXe siècle, grosso modo et et surtout, à partir de 1960, là, ça a été cette situation, a disparu. On les retrouvera dans les jouales, donc j'expliquerai ce que c'est, dans les haies, avec d'autres, en association donc avec d'autres productions végétales, voire en association avec l'élevage. Dans un second temps, on passera, assez rapidement sur l'arboriculture fruitière contemporaine, qui est une arboriculture non associée, c'est-à-dire d'une seule espèce monospécifique et très fréquemment de très peu de variétés sur les mêmes parcelles, voire si on pouvait, on n'aurait qu'une seule variété, mais pour des raisons de pollinisation, on en a souvent 2 ou 3. Et enfin, nous allons voir l'arboriculture fruitière agroforestière. C'est une arboriculture fruitière d'avenir. On peut le on peut le penser, elle est déjà testée dans différents lieux. Donc que cherchons-nous, à l'heure actuelle dans les vergers? C'est d'utiliser moins de pesticides et est-ce que, c'est la question que l'on se pose pour en arriver à l'arboriculture, agroécologique. Est-ce qu'on peut obtenir d'avoir besoin de moins de pesticides grâce à la diversité végétale? Et c'est vraiment le nœud du problème à l'heure actuelle, le fait d'avoir créé des vergers, suffisamment grands, d'une seule espèce, d'une seule variété et qui durent évidemment, sur les mêmes parcelles, assez longtemps, hein, vu la longévité, des arbres. Comment faire pour réduire notre dépendance aux pesticides? Donc c'est l'enjeu de nombreux, types de pratiques agricoles durables et ces pratiques, on va les appeler agriculture biologique, biodynamie, agroécologie, permaculture, agriculture syntropique et cetera. Donc on verra vers quoi nous allons aller. Mais, revenons vers les pratiques traditionnelles. Viticulture et arboriculture traditionnelle ont été étroitement liées. C'était des systèmes complexes qui sont encore pratiqués dans des pays
généralement très ensoleillés du sud, sud de la France, Portugal, Espagne, Italie. En Italie, ce sont les oliviers qui ont été associés aux vignes la plupart du temps. Donc on a des représentations, donc celle-ci date de la fin du XIVe siècle, qui montrent, d des arbres, fruitiers, dans lesquels, montent, grimpent, sont installées, des vignes et la récolte se fait, à la fois, sur les arbres et sur les vignes, on y récolte les raisins. Alors, quelques photos pour vous montrer, des exemples, relativement récents, donc des exemples qui ont été prises, principalement dans le sud-ouest, mais pas uniquement, à partir des années, 80 et là, un exemple en Lot-et-Garonne où nous voyons dans les vignes un un pommier, enfin des pommiers donc vraiment dans l'alignement des vignes. C'est un système qui a dû disparaître par obligation lorsqu'on a, utilisé les machines à vendanger et puis les tracteurs enjambeurs. À nouveau, en Lot-et-Garonne, donc on voit ces arbres fruitiers qui sont productifs et qui sont, c'est un autre endroit, hein, tout à fait présent à l'intérieur des vignobles. Ici, en Dordogne, on peut trouver une espèce qui peut paraître paradoxale dans un vignoble, il s'agit de noyer. Alors, l'idée que sous un noyer rien ne pousse, il y a rien de plus faux dans les régions très ensoleillées et que ce soit en Dordogne ou en Isère, 2 départements, de production ancienne et traditionnelle de la noix, les noyers et vignes étaient, en association la plupart du temps et on voit bien que les vignes ne peinent pas, sous les noyers. La difficulté évidemment étant d'arriver à récolter, les noix qui vont, tomber, au milieu des vignes. Oh, un autre exemple en Gironde, donc la zone, géographique où les surfaces de vignes sont les plus importantes. On trouvait encore dans les années 80 d'énormes cerisiers, qui, étaient productifs, c'est-à-dire qu'on vendait de la cerise issue, des vignobles de l'entre-deux-mers. Évidemment, à l'heure actuelle, cette photo ne pourrait plus être prise puisque, la plupart du temps, les machines à vendanger ont obligé à arracher ces grands cerisiers, et ces grands arbres en Gironde. On trouvait la même chose dans les Landes, heu, mais de même que ce soit, en Tursan ou plus à l'est, dans le Gers, en Madiran, cette association n'existe bien sûr plus. En Charente, dans la région du Cognac, c'est peut-être une région, où l'association, a duré le plus longtemps, a perduré le plus longtemps, puisqu'on a tardé à utiliser ces machines à vendanger. Mais on voit d'énormes, cerisiers, de très grands pommiers, de très grands poiriers, dans les parcelles de vignes et et ces arbres fruitiers, étaient récoltés, pour une commercialisation. Alors en Haute-Garonne, on avait des associations un petit peu plus complexes avec, 3 productions sur les mêmes parcelles. Donc dans ces parcelles de vignes, on trouve donc des arbres fruitiers, donc là c'est le stade hivernal, donc les arbres, ont perdu les feuilles, mais on aperçoit bien ces fruitiers, ces pêchers principalement et puis on voit, entre les rangées dans la rangée intercalaire, on trouve donc du maraîchage. Alors, des exemples à l'étranger, donc dans la vallée du Douro, au Portugal, donc les vignes sont, chevauchées par, des oliviers principalement, mais pas exclusivement. À proximité, on trouve aussi des cerisiers, implantés sur les terrasses et la récolte se faisant encore, manuellement, donc il y avait pas de difficulté à maintenir les 2 productions, d'autant plus que, paradoxalement, les arbres fruitiers servaient à faire un peu d'ombre, sur les vignes. Ce que l'on commençait à chercher, et que l'on va bientôt chercher, d'une manière importante et impérative, dans le sud de la France. En Toscane aussi, on trouve
pardon. On trouve aussi, des associations, de vignes et d'arbres. Heu, Soit les vignes, chevauchent les arbres, soit au contraire, sont maintenues sous les couronnes. Et on revoit ces terrasses. Donc là, en fait, on ne voit pas les vignes parce elles débourrent tout juste. Elles sont ici, elles sont conduites sur fil et ce sont des grands oliviers qui, sont au-dessus et entre, les oliviers et les vignes, on voit une culture maraîchère, donc de haricots. On peut aussi retrouver, des vignes et des arbres têtards, c'est-à-dire des arbres étêtés. Il se trouve que là, c'est en Italie, c'est un noyer, donc ce sont des noyers qui sont étêtés et on apprend progressivement que, l'étêtage des arbres, donc la transformation en têtard, heu, a une action, importante sur les systèmes racinaires et aussi sur l'émission d'hormones. Évidemment, quand les arbres sont coupés et rabattus, les bourgeons terminaux supprimés, il y a un phénomène de renvoi d'auxine vers les racines et il y a une amélioration du sol et une amélioration aussi, de l'arbre lui-même on constate que les arbres têtards, donc les arbres étêtés, les trognes, vivent plus longtemps que des arbres, normaux quoi, enfin non rabattus. Donc on va voir les hautains dans différentes situations. Donc le hautain, c'est un arbre qui est spécifiquement étêté pour, heu il laissait, démarrer des vignes en même temps que l'arbre repousse. La plupart du temps, ce sont des érables. Heu, c'est ce que l'on trouvait, en Ariège. Donc là, on voit un exemple, c'est autre chose, c'est poirier un poirier donc qui qui est, couvert sur, ses 10 mètres de haut par, une vigne en croissance. Donc par obligation, ces raisins étaient cueillis à l'échelle. Donc là, on voit une ancienne photo qui a été prise, dans les années 1900 dans la vallée du Lez en Ariège, où toute la vallée était cultivée en vigne sur hautain, c'est-à-dire sur, érable, rabattu. Donc ça, évidemment, a disparu totalement. Il en reste, des 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 résidus, si l'on peut dire, où les érables, forment maintenant des forêts et on aperçoit les les treilles, la vigne elle-même donc présente, sur ces arbres. Alors l'autre, système complexe, c'est celui qui a été principalement utilisé en Lot-et-Garonne, mais en fait on retrouvait de la Charente à l'Italie. Heu, Ce sont des associations tripartites entre, des arbres fruitiers, des vignes et une culture intercalaire. Donc le Lot-et-Garonne a cultivé principalement ces pruniers d'Ande, ces pruniers d'Agen, dans un système qu'on a appelé les joies ou cances, et la culture intercalaire pouvait être, une céréale, mais c'était principalement du tabac, parfois du maraîchage et ces systèmes ont duré jusqu'en 1960. On en trouve encore quelques rares, heu comment dire? Résidus, je ne sais pas trop comment les appeler. Donc la largeur traditionnelle de la canne jouale cultivée correspondait juste, initialement au passage d'un attelage de bœufs. Ensuite, elle a été élargie, en particulier quand on a implanté, les céréales et qu'on les a récoltées avec, une batteuse. Donc l'abandon de ces techniques est lié au besoin d'augmentation des surfaces, mais c'est pas du tout par une erreur technique, fondamentale, hein. C'est ce qu'on a essayé de nous faire croire, mais c'était pas du tout ça. Les vignes et les arbres, et les cultures allaient très bien et malheureusement, ce sont les traitements phytosanitaires sur pruniers, qui ont été, dangereux et qui ont obligé à suspendre les cultures qui sont sous les frondaisons et qui étaient mises en danger par les traitements phytosanitaires, que ce soit la vigne ou les cultures intercalaires. Donc là, on en voit une photo avec, heu, donc des écartements relativement un écartement important avec
dans la vigne des pêchers. Là, c'est prêt en hiver, donc le pêcher commence à fleurir. Heu, une autre jouale qui fonctionne toujours, une joie à la cerisier avec une culture intercalaire de maïs. Heu, année après année, c'est toujours une culture intercalaire de maïs et on voit, donc la photo du cerisier en fleurs début avril et en fruits, à la mi-juin. Donc on retrouve d'autres jouales, c'est d'autres, photos de ces mêmes systèmes, qui existent encore. Et ici, on a vraiment, le système traditionnel en état parfait d'association de vignes que vous voyez bien entretenues, bien traitées, la vigne est un peu bleue, donc elle est traitée contre le mildiou et des pruniers magnifiques dessus, des pruniers d'Agen, et la récolte, était, mixte. La L'entre-rang, n'est plus cultivé, donc vous voyez, ça sert de finalement, c'est un chemin d'accès à une propriété et c'est vraiment l'exemple le plus spectaculaire en qualité, qualité de production, qualité agronomique d'une jouale à l'heure actuelle. Et puis, la plupart du temps, les jouales ont été élargies lorsqu'on a utilisé une culture intercalaire de céréales. Donc il en existe encore une, donc avec une année sur 2, blé ou tournesol. Heu, ce qui est, intéressant si si l'on peut dire, c'est que les pruniers, associés à ces vignes dans cette parcelle, ne sont pas des pruniers d'Agen, mais une variété extrêmement ancienne qui, s'appelle la prune de la Saint-Jean, qui est issue d'Espagne, donc la prune de Catalogne, hem et cette jouale, existe toujours et est fonctionnelle. Donc là, on la voit à un autre moment avec une autre culture intercalaire qui est plutôt, une culture plus précoce. Donc on aperçoit ces pruniers et ces vignes, et on constate évidemment que l'un et l'autre, fonctionnent très bien sans arrosage. Donc une vue, d'une jouale, qui ne sert plus qu'à produire du prunier et une culture intercalaire. Donc il n'y a plus la vigne, mais cette fois il y a les pruniers et la culture intercalaire, où une moissonneuse-batteuse actuelle peut passer. Alors, ces arbres, fruitiers, on les retrouvait isolés dans les cultures et dans les prés, probablement parce que, ils étaient restés seuls, alors qu'ils avaient été beaucoup plus nombreux. Là, un exemple d'un très, très vieux et très gros amandier qui doit faire 20 mètres de haut, d'un poirier, dans une prairie, d'un sorbier, donc Sorbus domestica, qui produit des fruits et les fruits étaient récoltés pour en faire, une boisson fermentée. Donc ces arbres seuls, avaient pris un volume, très important, mais ils n'ont pas été seuls, heu, probablement jusque dans les années 60-70. Donc on voit en Limousin, des pommiers, probablement des pommiers à cidre sur une prairie, d'élevage. Qui ressemble un peu à ce que l'on pourrait trouver ou ce que l'on peut trouver encore, en Normandie ou en Bretagne ou en Asturie, avec des arbres qui sont, très hauts, de très gros diamètre. Très hauts parce qu'en fait taillés, par la tête des vaches. Et puis, d'autres exemples en montagne, en Pays basque, sont les cerisiers d'un village qui s'appelle Itsassou. Donc cette photo ne serait plus refaite à l'heure actuelle, donc ce système n'existe plus, où on voit les cerisiers tout en bordure, des champs de culture, enfin de la prairie, pardon, prairie d'élevage ovin et puis, quelques cerisiers au centre. C'est sûr que la récolte des cerises était quand même assez, heu, sportive, vu la hauteur des arbres. On pouvait aussi, trouver alors ça c'est quand même un exemple qui existe encore en Dordogne, donc de noyer sur, sorgho. Donc on voit les noyers de très grand volume ou des châtaigneraies. Alors là, évidemment, la châtaigneraie n'est plus cultivée, mais l'a été. Alors on aperçoit, c'est un peu difficile de le montrer sur une photo, mais on aperçoit, des buttes et des creux
et donc la partie, butée en fait montre que, il y avait un travail de sol qui était effectué entre les rangées de ces châtaigniers et les châtaigneraies ont toujours été cultivées. Bien sûr, on élaguait les arbres, là la culture n'existe plus, les arbres ne sont plus élagués, la lumière devait filtrer jusqu'au sol et la culture dans les régions, où pousse le châtaignier, c'est-à-dire dans des sols extrêmement acides, la culture était majoritairement des céréales qui supportent les sols acides et entre autres le seigle et ces châtaigneraies ont été en partie arrachées, lorsque l'on a, pu apporter, des calcaires, de la dolomie entre autres pour neutraliser les sols. Donc neutraliser les sols pour faire des céréales qui, ont besoin de calcium, c'est en particulier, le blé et c'était plus rentable de faire du blé que de faire l'association, donc les châtaigneraies ont été arrachées. Les châtaigneraies cultivées, ont disparu. Alors les associations, les plus denses, si l'on peut dire, ce sont les haies. Les haies étaient, les ancêtres de la clôture, hein, épineuses, épineuses par les espèces utilisées, majoritairement et dans toute l'Europe, pruniers et aubépines et dans ces haies, on y trouvait des arbres. Alors pas nécessairement des arbres fruitiers, ça pouvait être, des frênes, qui servaient aussi à nourrir le bétail, mais ça pouvait être des arbres fruitiers et de toutes sortes. Donc là, c'est une photo que j'avais prise en Aveyron avec des pommiers et on voit qu'en bord de haie, on peut cultiver, donc faire, du maraîchage en bordure de la haie sans réduction de production. Autres exemples, de ces haies, rencontrées où, heu, les variétés, anciennes, ont perduré le plus longtemps. Donc là, on est dans Lot-et-Garonne, c'est une association habituelle, aubépine, prunelier dans une strate basse avec des arbres fruitiers, au-dessus. Mais ce que l'on constate, c'est que la partie, stratifiée, buissonnante a été rabattue assez basse, ce qui n'est pas, gravissime en soi, mais ce que l'on constate, c'est le rétrécissement de l'épaisseur de la haie d'environ 1 mètre d'épaisseur, peut parfois plus. On voit que là, elle a été, vraiment réduite, comme peau de chagrin et on commence à constater, des mortalités, d'arbres. Bon, au moment où cette photo a été prise, l'idée que, la raison de la mortalité des arbres, provenait du fait qu'on rétrécissait l'épaisseur de la haie, ne nous était pas encore venue. Mais maintenant on en est bien, conscient. Cette haie, elle fonctionne si elle, peut avoir un impact sur le sol par son épaisseur. Donc on retrouve cette haie, qui a été, réduite aussi, avec des les plantes, les arbres qui poussaient dedans, ce sont des néfliers et à partir du moment où la haie a été, rabattue, que ce soit en hauteur ou en épaisseur, les arbres qui étaient dans la haie ont commencé à disparaître. Et dernièrement, donc en novembre 2022, j'ai pu rencontrer une haie très longue haie donc en 2 strates, hein, prunelier et aubépine, avec des noyers, exclusivement des noyers sur une très grande longueur. Alors je n'avais pas mesuré, mais ça devait faire à peu près 500 mètres de long. Donc là, on est, en Ariège, enfin ou en Haute-Garonne, à la limite de l'Ariège, à Saint-Bertrand-de-Comminges. Donc on voit la cathédrale, Sainte-Marie de Saint-Bertrand-de-Comminges et donc cette haie, avait un côté route, donc taillé au lamier, très haut puisque ça arrivait vraiment à la hauteur de la base de la couronne des noyers. Mais si l'on revient sur la photo précédente, on constate que l'agriculteur voisin est en train de mordre, considérablement sur la haie de façon à réduire, à réduire son épaisseur et là pour le coup, je suis un petit peu inquiète sur, la longévité de cette haie, parce que
La haie ne pourra plus faire son effet. Déjà, d'abord, on voit qu'il y a une marche qui a été, fabriquée et on sait depuis qu'elle a besoin pour fonctionner, elle a besoin d'une épaisseur suffisante. Alors quelques haies, sont faites sans, la partie, buissonnante, mais avec un mur. Dans toutes les zones, pierreuses, les causses entre autres, on a sorti les pierres pour en faire des murs et plutôt que de construire les les clôtures à base de plantes épineuses, ben, on les a construits avec des pierres, mais on y a installé des arbres fruitiers. Donc là, on voit que les arbres fruitiers qui sont des pruniers ne sont pas très âgés, ils doivent avoir à peu près une dizaine ou une douzaine d'années, mais ils sont, en très bonne santé, mais ils sont tout à fait collés au mur et puis, à proximité donc se trouve, une parcelle de maraîchage. Alors, autre exemple de muret, mais qui, commence à s'effondrer et ne sont plus, entretenus. Donc là, déjà, on commence à constater que, les arbres, peinent, heu, parce que le système se met en route de la même façon, hein. C'est important que le muret fasse, une longueur, continue et une certaine épaisseur. Donc autre exemple, c'était très fréquent un petit peu partout, tout le Massif central. Et alors parfois, quand les haies ont été arrachées, dans les au remembrement, dans les années, entre les années 60 et 70, 1960 à 1970, là on est en Limousin, donc ça a été très difficile d'arracher ces haies. Les pruniers, les aubépines étaient implantés, avec un système racinaire, profond. Ça a été vraiment un gros travail, mais il se trouve que, ce que l'on constate, c'est que les arbres, ont été laissés et à la place de la haie, végétale, on y a mis une clôture, de fil barbelé. Donc ça, c'est quand même, c'est l'exemple même du travail inutile de cette période. Mais on ne le savait pas, bien sûr. Alors, on en est arrivé à l'arboriculture fruitière contemporaine. Elle avait commencé, il y avait déjà des vergers, d'une seule, espèce, une seule variété, mais des surfaces relativement faibles, dès les années 50. Mais, qu'est-ce que l'on a, cherché à obtenir à partir de justement, à partir des années 50? Bah, c'était une production, optimum, c'est-à-dire faire donner le maximum, heu à l'espèce, à chacune des espèces, donc une production optimum, mais de qualité. Alors évidemment, il y a la définition de la qualité, heu, elle a surtout été, heu, visuelle, et puis avec, des calibres, des calibres homogènes et une couleur homogène. Donc on a, obtenu des gains de production au cours du XXe siècle énormes, grâce aux travaux de sol, la couverture des besoins en minéraux et en eau. Donc on a appris en quelque sorte à cultiver des arbres fruitiers. On a amélioré la productivité, par les travaux sur la conduite des arbres. On est passé de la taille d'arbres, un peu sévères et d'ailleurs, on travaillait avec des porte-greffes, très vigoureux, donc il y a eu aussi un travail sur la sélection des porte-greffes qui a permis de changer la conduite, des arbres, et puis, on a fait de heu, la sélection variétale qui a amené à découvrir des géniteurs et des descendants qui, étaient beaucoup plus performants au niveau de la productivité. Donc grosso modo en pommier, entre les années, 70 et les années 90, on est passé de 50 tonnes à l'hectare à 2 fois plus, voire encore plus. Et on a supprimé, les bioagressions, par des moyens chimiques, puis plus récemment, par des moyens, biologiques. Et on a appris à se protéger contre les aléas climatiques. Ça a donné ces systèmes de vergers à très haute densité, donc les arbres sont plantés, là on est sur du pommier, heu, greffés sur porte-greffes nanifiants, donc tous les descendants des M9, c'est-à-dire Renacabé, Pajam, et cetera, et plantés
entre 1,50 m et 1,75 m de distance, avec des arbres qui sont conduits en axe vertical, mais qui ont une couverture, contre les aléas climatiques, c'est-à-dire majoritairement contre la gelée, des systèmes d'irrigation avec des conduites aériennes pour pouvoir se protéger contre les gelées tardives, des systèmes d'arrosage, au sol bien sûr, heu, qui a permis, d'augmenter les rendements, la qualité des fruits, obtenus. Et puis évidemment avec un éclaircissage à la clé qui, permet d'avoir des récoltes chaque année sans alternance avec des fruits de calibre, heu, constant, très homogène. Donc autre, type de verger, donc là on est sur un verger de cerisier, donc non protégé, contre le gel, ni protégé contre la grêle, mais bien sûr avec un système d'arrosage, on est en vallée de Garonne et une protection contre, les rongeurs, en particulier les lapins. Donc les premières, les vergers, bah, ju la plupart des vergers, hormis les vergers en agriculture biologique, heu, ont été, très sérieusement, désherbés chimiquement et les entrerangs tondus, régulièrement. Ça, c'est jusqu'aux années 2000, on retrouvait, ces systèmes-là très, classiquement, hein, c'était normal. On arrosait, on désherbait chimiquement et on tondait, les pelouses. Depuis, les systèmes ont bien évolué. Ils peuvent avoir évolué avec des apports de matière organique au sol. Donc d'abord une butte, hein, le butage, des vergers, en vallée de Garonne, c'est, 1960, c'est très tôt, hein, entre 1960-1970. Mais là, on aperçoit donc une couverture végétale à base de bois broyé et le système, d'arrosage avec de la micro-aspersion. Donc autre exemple donc que nous dont la photo, a déjà été vue, donc c'est un un verger qui a été surgreffé parce que, heu, tous les arboriculteurs passent par une adaptation, variétale permanente pour s'adapter à la fois aux nouvelles créations variétales plus performantes et puis, un autre objectif évidemment de commercialisation, c'est de s'adapter, au marché, national et international. Alors, on a cherché des moindres sensibilités aux maladies. Juste une photo, de 3 variétés qui sont, sur la même parcelle, qui sont dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qui ont le même âge, qui ont le même porte-greffe, avec une variété ancienne très résistante à la tavelure, donc c'est une variété qui n'est pas commercialisée, mais on voit un feuillage, vert, sain et puis à côté, dans les mêmes conditions d'absence de traitement, Golden, qui a été, très atteinte, par la tavelure, donc ce champignon, qui dégrade les fruits, mais qui est présent aussi, sur les feuilles et on retrouve son descendant, Chantecler-Belchard, selon, l'appellation qu'on veut lui donner, elle porte les 2 noms, qui est issu du croisement donc, de Golden avec Reinette Clochard. Donc Reinette Clochard qui est aussi une variété légèrement sensible à la tavelure, mais donc elle a hérité, Chantecler-Belchard a hérité de la sensibilité à la tavelure de Golden. Ce que ne connaissent évidemment pas les arboriculteurs puisque, la protection tavelure, c'est une protection qui est, permanente et qui amène à faire, au moins une dizaine de traitements, par an et lorsqu'il y a une très forte contamination, ça peut aller bien au-delà. Alors l'arboriculture a évolué et est en train d'évoluer vers des systèmes de type agroforestier. Alors, je ne vais pas dire que ce sont des systèmes qui sont utilisés par des arboriculteurs, professionnels qui, ont des surfaces de 50, 100, 200 ou 300 hectares. Mais ce sont des systèmes qui, existent et qui font preuve, d'une bonne résilience. Donc une bonne adaptation, à la fois au changement, climatique, mais surtout, au une résistance aux maladies, principalement. Donc nous allons en voir quelques-uns. D'abord les vergers multistrates.
plusieurs étages, les associations verger-maraîchage, les associations de vergers avec l'élevage, tout ça dans des systèmes actuels. Et ces systèmes agroforestiers sont utilisés, dans différents cas de figure. D'abord de l'expérimentation, c'est, heureusement, elles existent. Pour faire des apports de biodiversité, dans le cadre de l'apport de biodiversité, quel que soit, le propriétaire qui cherche à faire cet apport, soit pour, multiplier les productions sur les mêmes surfaces, donc faire des productions supplémentaires à la production fruitière, soit faire des productions mixtes avec de l'élevage, soit pour améliorer les sols et la ressource en eau. Ça va être, l'utilisation des systèmes agroforestiers, ça va être aussi pour cela, améliorer les sols et améliorer la ressource en eau. Alors, quels sont-ils ces systèmes? Bien d'abord, un système qui a été mis en place au Conservatoire végétal d'Aquitaine, mais qui a été utilisé, à différents endroits au Québec, en Suisse, autres, par différentes personnes dans des systèmes très particuliers et souvent différents. La caractéristique de ce verger, qui est en fait une haie multistrate, une haie fruitière multistrate, c'est qu'elle n'est faite là, celle-ci, qu'avec des arbres fruitiers, soit laissés, en couronne pour récolter les fruits, soit au contraire rabattus, étayés, comme l'étaient, les pruneliers et les aubépines des haies, et sur lesquels on cherche aussi à obtenir des récoltes. Et on constate, qu'on a quand même dans ces systèmes-là très peu de parasitisme. Donc là, c'est la même haie, donc elle est en huitième feuille, ça veut dire huitième année de présence en verger. Donc la première année ne comptons pas, c'est celle de la pépinière, avec différentes espèces, donc là, poiriers, noyers, mais il y avait des pommiers, des pruniers, des cerisiers, tout ce qu'on a pu mettre, c'était un peu un test. C'est un système qui a été mis en place avec un travail de sol correct, mais ensuite sans aucun traitement, phytosanitaire ni amendement, et ça a duré de 2004, à 2011 puisque la photo date de 2011, mais on l'a laissé perdurer jusqu'en 2021. Et donc on a pu, en utilisant, des cerisiers acides dans ce système rabattu, on a pu aussi obtenir des cerises sur les cerisiers acides rabattus, mais des coings sur les cognaciers, des nèfles sur les néfliers, etc. Et puis les inventaires entomologiques que l'on a pu faire ont montré que, il y avait une différence, de comportement de l'entomofaune, donc des insectes, sur les différentes espèces qui avaient été utilisées dans la partie intercalaire. Il se trouve que le noisetier est l'espèce qui héberge le plus, de diversité entomologique, alors que le néflier européen, Mespilus germanica, est, l'espèce qui en héberge le moins. Alors on peut comprendre que le néflier, lui, il est quasiment indemne de maladie, donc il ne nourrit pas il nourrit pas beaucoup, les insectes. Par contre, le noisetier, lui, il produit, des chatons en hiver, donc il, apporte une source de protéines, pour les insectes qui peuvent sortir dès qu'il fait un peu, beau et puis très tôt en saison. Et il a un feuillage, caduc, donc en hiver évidemment, il n'y a pas de feuilles, donc il ne peut pas, vraiment servir de protection en hiver, mais par contre, pendant toute la saison de végétation, il met les les insectes à l'abri, du soleil et maintient une certaine, humidité. Hop, je suis parti dans le mauvais sens. Donc schématiquement, qu'est-ce que l'on voit? Donc un espacement, régulier qui peut être très variable, entre, des arbres qui vont être conduits pour être fruitiers et des arbustes. Alors ça peut être aussi des arbres fruitiers qui vont être rabattus pour être conduits en arbustes, mais ça peut être aussi des espèces buissonnantes qui vont donner des systèmes racinaires. Donc là, vraiment, c'est plus que schématique, mais des systèmes racinaires qui vont être différents. Par contre, lorsqu'on utilise la même espèce
entre 2 arbres, eh bien, on peut avoir une association de ces systèmes racinaires, des associations très fines, par, y compris par des greffages de racines, donc des anastomoses, et donc il y a un lien très important qui peut se produire, et c'est ça qui fait que, il y a une synergie, entre ces arbustes, qui provoque une amélioration du sol, et donc une dynamique, qui se crée, y compris par les champignons, associés, les champignons mycorhiziens et les champignons du sol. L'humidité, l'humidité donc du sol qui va rester, plus importante, compte tenu du fait que la l'arbre, enfin les arbres vont protéger le sol de la lumière. Donc après le système d'utilisation de la diversité, il est au choix des personnes. On peut très bien utiliser 5 espèces, une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et répéter la 1re, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Mais on peut n'utiliser qu'une seule espèce si l'on veut, mais ça ne sera pas tout à fait aussi performant. De même, au niveau des arbres, on peut jouer sur la diversité des espèces, mais on peut très bien ne travailler qu'avec une seule espèce. Donc là, on a 4 plans intermédiaires, ce qui veut dire que les arbres sont espacés de 5 mètres avec un plan intercalaire tous les mètres, mais on peut aussi les espacer beaucoup plus dans des cas de figure tout à fait particuliers. Donc là, il s'agit d'une haie qui fait un peu plus d'1 kilomètre, et les arbres sont espacés de 20 mètres avec la même espèce, 19 plants entre les arbres. Donc la technique d'installation de ces haies fruitières, c'est d'alterner régulièrement 2 étages d'arbres fruitiers et de modules arbustifs, donc un étage d'arbre plus haut que le module arbustif. Donc ce que je disais, que ça peut être de la même espèce, si possible pour le module, mais ça peut aussi être d'espèces différentes. Ces arbustes sont soit des arbres qui ont été rabattus, soit des arbustes eux-mêmes, mais ça peut être aussi des plantes, heu, médicinales, ou aromatiques, des légumes, heu, mais l'important, c'est que le volume soit suffisamment important pour former d'un côté un linéaire, donc vrai linéaire, sans rupture, mais assez large, assez épais, en veillant à l'échelonnement des floraisons. C'est ça l'intérêt d'avoir des modules arbustifs heu, dif qui soient diversifiés avec 5 ou 6 espèces différentes, et dans ces cas-là, on cherche à avoir des floraisons qui vont s'échelonner, une partie de l'année, et apporter, une nourriture, suffisante aux insectes pollinisateurs qui vont servir au moment de la floraison des arbres fruitiers. On peut aussi y intégrer des arbres de haut jet, que ce soit des arbres champêtres ou des arbres ou des espèces fixatrices d'azote. On plante tout en une seule fois, à distance faible, donc 1 mètre entre plants, ou moins ou plus selon, pour les petits fruits. Et puis on peut aussi intégrer devant des plants de campagne, en bordure. Celui qui a fait, les systèmes les plus, heu, j'ai envie de dire les plus sophistiqués et les plus denses en diversité, c'est Stéphane Sobkowiak, au Québec, qui, a fait des alignements avec au moins 4 étages entre, les arbres, de Auger, les arbres fruitiers, les arbres intercalaires, les plants de campagne, et puis, la partie qui couvre la couverture du sol, qui peut elle aussi être apportée, artificiellement, sans attendre qu'il y ait un développement naturel. Donc ce que l'on fait à la plantation, c'est que l'on rabat les plants arbustifs le plus bas possible, à 30 ou 50 centimètres, de façon à provoquer le développement de ramifications latérales basses, celles-ci devant servir à couvrir le sol, donc couvrir, de façon à empêcher la lumière de passer sur ce sol. Mais évidemment, ça ne va pas se faire l'année même de la plantation, il faudra attendre 2 ou 3 ans, et en attendant, il faudra couvrir le sol. Donc on forme les arbres fruitiers selon le type de conduite qui va avoir été adopté. Tous les types sont possibles, hein. Ça peut être des hautes tiges, ça peut être des gobelets demi-tiges, mais aussi des axes verticaux. Ça, c'est un choix.
Et puis la couverture du sol, elle doit être faite au départ pour limiter le réenherbement et en particulier, en graminées dont les systèmes racinaires sont extrêmement performants, mais seraient, très compétitifs, vis-à-vis des arbres, implantés dans ce système. Donc là, on voit le rabattage des plants intercalaires avec un broyage, sur place. Donc, le broyage est réinjecté au sein même de la haie et assez rapidement, on s'est rendu compte que, la vie du sol devient tellement intensive, sous ces plantes, rabattues qu'il est devenu, il devient très vite inutile d'apporter du broyat, mais il s'agit de laisser au sol les produits du rabattage, les produits, issus de cette, zone, arbustive. Les champignons qui se développent sous cette haie vont servir à dégrader, ces bois de taille, ces feuilles et à alimenter, le sol en matière organique et évidemment alimenter en champignons et on verra, que c'est et on commence à le savoir, c'est vraiment, l'élément essentiel de la vie du sol, ce sont les bactéries et les champignons, mais principalement les champignons. Donc là, on aperçoit, cette haie au moment de la floraison avec des cerisiers en fleurs, mais surtout la partie intercalaire, donc des cognaciers, par exemple, en fleurs qui donneront des coins. Donc on peut récolter sur cette partie basse, ce que je vous disais, des cerises acides, des griottes, par exemple, des coings, des nèfles et toutes les plantes basses, dans la mesure où elles sont rabattues régulièrement, mais qu'on ne supprime pas la floraison au moment du rabattage, eh bien, on a double récolte sur le système. Donc là, on voit que les noisetiers, eux, sont en train de former leurs feuilles. Heu, Si le noisetier est bien l'espèce qui héberge le plus d'entomophones, c'est quand même une espèce sur laquelle on ne pourra pas récolter de noisettes parce que, on va supprimer à la taille, on va supprimer la fleur femelle. Seuls les chatons, donc la floraison mâle va rester et va servir à nourrir les les insectes qui se servent de du pollen du noisetier, comme source de protéines. Alors Alors, en créant en créant ce ce système, système, linéaire continu, dans ce verger, dans un verger, mono, spécifique, on a créé, le système de la haie fruitière calqué sur les haies traditionnelles et sur les jouales et l'efficacité du système, réside dans la diminution de la pression globale en ravageur du verger et de la vigne. Et c'est la complexité de ce système qui va être corrélée avec une plus grande diversité de prédateurs. Donc ce que je vous disais, c'est que c'est l'aspect linéaire de cette forme de verger permet de dégager la ressource alimentaire nécessaire aux prédateurs pour assurer la protection des fruitiers, améliorer la vie du sol et c'est ce qui rend ce système, autonome. Alors, quelques exemples de haies fruitières, donc avec des noyers et des plants, intercalaires ou d'autres espèces, des pruniers. Donc là, c'est une haie qui a 4 ans dans un milieu qui est relativement humide, dans les Landes et ce que l'on peut voir sur cette photo, c'est que les plantes ont été ces plantes-là ont été rabattues en été, donc il s'agit du noisetier parce que le noisetier, une fois rabattu, a une certaine tendance à repousser, très fort et à se retrouver au niveau de la couronne des arbres. Donc on rabat une deuxième fois en été, mais on laisse les bois de taille sur la haie elle-même de façon à éviter les brûlures du soleil, l'ensoleillement étant, de plus en plus, important et les brûlures, sont, à craindre et maintenant, quasiment, systématiques. Par contre, dans ces systèmes-là, on a beaucoup moins de brûlures de troncs puisque les troncs sont quasiment à l'ombre. Alors, comment fonctionne un verger agroforestier, quel qu'il soit? C'est essayer d'utiliser les solidarités dans les sols, donc faire en sorte de favoriser les échanges souterrains, c'est ce que l'on a vu, tout à l'heure avec les racines qui s'interpénètrent et le développement des champignons, grâce à la microbiologie du sol, la microbiologie
qui va se développer, sur, la matière organique, qui arrive depuis, la chute des feuilles et les bois de taille. Donc on va bénéficier aussi essayer de bénéficier de ce que l'on appelle des microbiomes diversifiés. C'est, la microbiologie sur les feuilles et sur les racines. Donc la microbiologie des feuilles, c'est la phylosphère, la microbiologie des racines, c'est la rhizosphère. On a plus entendu parler de la rhizosphère que de la phylosphère, mais lorsque l'on n'utilise pas de produits phytosanitaires, une microbiologie active et importante se retrouve sur les feuillages et participe à la protection des végétaux. Et puis l'ensemble va être riche en, en insectes, quels qu'ils soient, qui vont servir comme auxiliaires des cultures pour consommer les parasites, entre autres les pucerons les psylles, les tigres et cetera, mais aussi, nourrir des pollinisateurs puisque, l'objectif, c'est quand même d'avoir des fruits sur les arbres fruitiers et y compris, on a vu, sur la zone basse. Donc il est très important de maintenir des pollinisateurs, donc de les nourrir et pour cela de, favoriser, un développement des implantations de plantes à échelonnement de floraison. Donc il faudra faire une plantation soignée, conduire les arbres, de façon à adapter cette conduite à ses besoins et puis favoriser un milieu qui va attirer une biodiversité naturelle. Donc on dit, qui va favoriser la diversité fonctionnelle, donc celle qui va éviter d'avoir des maladies et donc ça veut dire qu'on ne plante pas en se disant, «Ce sont des arbres et ils vont pousser tout seuls». Là, c'est vraiment un travail agronomique que l'on mène. On doit respecter les besoins des arbres fruitiers, donc permettre un bon éclairement, donc vérifier l'orientation, la conduite, le voisinage. Évidemment, cette haie aura du mal à pousser si elle se retrouve, à proximité, heu, immédiate, d'arbres, qui vont être très hauts et en particulier à l'ouest puisque, on va se retrouver avec un ombrage, le soir. Ou même, pourquoi pas, hein, un ombrage aussi, trop longtemps le matin lorsqu'on a, des arbres de haut ou une forêt, à proximité, donc sur l'est. Donc c'est très important, de maintenir une photosynthèse maximum, avoir un sol fertile, c'est-à-dire un sol qui va être, riche en matière organique, mais qui va être équilibré, c'est-à-dire qui va contenir à la fois des matières organiques, mais aussi, heu, des vides de l'atmosphère. Donc c'est très important d'avoir dans le sol, à peu près 25 de vide ces vides vont s'emplir d'oxygène, d'azote, avoir des minéraux qui vont être, bien disponibles et pas bloqués. Donc ça c'est lié, à la à la texture du sol et c'est l'analyse, chimique, physico-chimique qui va nous le dire. Et un sol qui va être riche en vie du sol, donc des des macro-organismes. Mais pour que cette vie du sol soit intense, eh bien, il faut qu'il y ait, de quoi les nourrir et de quoi leur permettre heu, de vivre. Donc éviter, enfin, faire une bonne gestion de l'eau, donc bien travailler le sol, mais surtout, éviter les asphyxies racinaires, donc éviter d'avoir des sols compactés, permettre un drainage. Donc maintenant on sait, que le drainage, doit être, régulé et ne doit plus, éliminer, d'une manière trop intensive l'eau d'hiver, mais essayer de drainer de façon à faire pénétrer l'eau dans les sols en perpendiculaire et non pas seulement en drainage latéral et puis, ben, évidemment, faire des apports d'eau dans les régions qui le nécessitent. On ne peut pas imaginer, heu, de planter des arbres fruitiers sans, leur apporter de l'eau. Alors, soit les sols sont, suffisamment pourvus, soit on est dans une région, qui est, suffisamment humide, mais
il faut penser, à la bonne gestion de l'eau, quelle qu'elle soit. Il faut évaluer aussi, les besoins des floraisons, donc et des fécondations. Donc pour cela, avoir plusieurs, variétés d'une même espèce pour pouvoir avoir des interfécondations et évidemment maintenir des insectes, pollinisateurs. Veiller à la qualité sanitaire des plants et bien adapter, les porte-greffes et ça nous l'avons vu, en fonction de la qualité du sol. Donc on a aussi vu que, ces systèmes agroforestiers sont des milieux qui vont attirer le maximum de biodiversité naturelle. On a plusieurs façons de le faire, soit en diversifiant les sources de pollen et de nectar, hein, le nectar servant à attirer, les nectars produits par les fleurs, servent à attirer les insectes qui eux-mêmes vont, sans le savoir, faire une pollinisation. Donc les sources de pollen seront diversifiées par la plantation au sein du verger de plantes à échelonnement, tout au long de l'année, lorsque l'on peut et en particulier commencer par des périodes hivernales, en plantant des arbousiers, voire en laissant se développer le lierre, en plantant de la violetin, des noisetiers par exemple ou en apportant des plantes qui sont dites condensatrices, c'est-à-dire qui récupèrent dans les périodes très chaudes l'humidité atmosphérique sous leurs feuilles, comme le nerpin à la terne ou le lierre. On peut aussi ensemencer les parcelles soit avec la flore sauvage locale, donc en récupérant les graines, soit en laissant se développer la flore spontanée pour attirer le maximum d'insectes auxiliaires et pollinisateurs. Donc soit on ensemence, soit on fait des tontes tardives, de façon à laisser, des floraisons, de plantes sauvages à l'intérieur même du verger ou à proximité des haies, en installant des hôtels à insectes et ces hôtels à insectes, hébergent, majoritairement des insectes, sauvages, des insectes pollinisateurs sauvages, mais ça sera la présence des hôtels à insectes dans les vergers servent surtout d'indicateur de la présence d'insectes dans l'environnement du verger, heu, plus que de nécessité, d'hébergement. Mais lorsque l'on met des hôtels à insectes et qu'ils restent, vierges, vides, il faut quand même s'interroger sur, l'environnement du verger qui n'est pas favorable à la présence des pollinisateurs. Et puis aussi, on peut, réaliser d'autres installations, au sein du verger, des nichoirs à oiseaux avec des multiples possibilités d'entrée, des poteaux de pose des rapaces, donc des poteaux très hauts avec une planche perpendiculaire pour que les rapaces puissent se poser. Ils serviront donc à nettoyer, les rongeurs, qui peuvent se promener, dans les et en particulier quand les arbres sont jeunes, et que l'on taille les arbres, hein, qui vont se mettre, sous les paillages. On peut aussi, pour que les rapaces puissent, s'installer, laisser de très grandes branches ou des arbres morts dans l'environnement. Pas hésiter à laisser des arbres morts. Installer, pourquoi pas, des nichoirs à chauves-souris, des tas de bois, des tas de pierres qui vont servir à héberger les mammifères sauvages et des reptiles. Alors, quelques exemples, de ces systèmes mixtes. Heu, un exemple expérimental, c'est la ferme de la Durette à Avignon, donc gérée par le GRAB, le Groupement d'agriculture biologique. Donc c'est un verger maraîcher, mais c'est un verger qui n'est pas un verger installé en haie fruitière, mais bien, un système de verger soit protégé, heu contre les insectes, donc là, c'est un filet qu'on appelle un filet halte carpeau pour éviter la pénétration des papillons responsables du carpocaps, donc du ver de la pomme et de la tordeuse orientale qui se mettent sur les pêchers ou sur les pommiers. On peut aussi mettre des filets, contre la Drosophile suzuki, pour toutes les autres espèces, en particulier les petits fruits rouges et les cerisiers. Et puis donc un maraîchage intercalaire. Autre, verger, d'expérimentation, c'est le verger circulaire de l'INRA de Gautron à Valence dans la Drôme. Donc ce verger circulaire, c'est un verger de production qui va associer plusieurs espèces et variétés fruitières, mais qui va aussi associer des plantes qui sont dites plantes de service
et des dispositifs de régulation. Et ces dispositifs de régulation, c'est principalement, la double haie champêtre, qui entoure le verger et qui est là pour, héberger, des insectes, des auxiliaires, même des animaux, et à enfin permettre donc, d'avoir une diversité directement, autour, du verger lui-même, avec des arbres de différentes espèces, principalement, pommiers, abricotiers, pêchers, et poiriers, et dans la zone, la plus large, des plants intercalaires et principalement des petits fruits, cassis, groseilles, framboises aussi. Heu, donc tout ça, c'est en test. Au centre, là, on ne le voit pas parce que la photo a été prise avant la création, il y a une mare, donc une mare centrale, et le dernier cercle, c'est une vigne, donc montée, sur piquet individuel. Donc là, l'expérimentation est en cours sur, une dizaine d'années, voire davantage, et permettra de savoir si ces systèmes-là sont plus performants que les vergers, avec les mêmes espèces, dans les mêmes conditions, avec les mêmes porte-greffes, et puis voir aussi si les systèmes haies fruitières fonctionnent. Donc on peut aussi, choisir d'implanter, des haies fruitières dans le cadre de l'apport de biodiversité, juste apport de biodiversité. Donc c'est un viticulteur dans ce cadre-là qui a élargi, heu, un entre-rang de vignes. Ah, donc il a arraché 3 ou 4 rangées de vignes pour implanter, des arbres fruitiers, donc majoritairement, amandiers, abricotiers et cerisiers, mais pas exclusivement, et qui a installé des plants intercalaires, très diversifiés, et y compris, des des artichauts, donc des légumes hauts qui vont avoir le même intérêt, de couvrir, et ombrer le sol. Un autre, exemple d'un vignoble qui a implanté des haies fruitières, c'est le vignoble de la coopérative des vignerons de Buzet en Lot-et-Garonne. Donc, 3 haies fruitières interparcellaires ont été implantées en 2020. Donc là, c'était vraiment la période d'implantation avec une couverture du sol importante, en en BRF, en bois raméal fragmenté, et les plants de vigne, qui sont aussi une zone expérimentale pour de la vigne. Et donc en 2023, on voit que les amandiers ont été les arbres qui ont poussé, le plus, le plus fort, le plus vite. Les plants intercalaires, eux, ayant un petit peu de mal à se mettre en place. On peut aussi, dans ce cadre de recherche de diversité, d'un verger qui est déjà en place, d'un verger âgé, qui est très productif, on peut, y insérer latéralement, des plantes qui vont, par exemple, dans ce cadre-là, ce sont des astères, donc qui vont fleurir, très tardivement. Donc on peut essayer de trouver des systèmes pour apporter cette biodiversité à proximité des vergers existants, mais aussi, cette parcelle a servi de test pour la pulvérisation de déliciteur et de probiotiques, de façon à supprimer, et pendant plus de 10 ans, donc une suppression totale des produits phytosanitaires, tant fongicides que, insecticides, mais en pulvérisant, des produits qui aident, à développer, la microbiologie, sur la parcelle, sur les feuillages et sur le sol, et donc avec d'excellents résultats, et en laissant se développer, certains arbres avec du lierre qu'on appelait des arbres à lierre, qui, sont aussi une source alimentaire pour les insectes, compte tenu du fait que le lierre, c'est la plante qui fleurit le plus tardivement en saison, et au mois de novembre-décembre, donc dès qu'il y a un petit peu de soleil, on voit, sur ces lierres assez âgés pour fleurir, on voit des quantités d'insectes venir se nourrir.
Alors les productions mixtes, heu, là, on n'est plus dans un centre expérimental, mais bien chez un maraîcher arboriculteur qui alterne donc ses arbres fruitiers. Heu, donc c'est à Vezénobre dans le Gard, donc on y retrouve des espèces typiquement méditerranéennes comme le néflier du Japon, Heliobotria japonica, des pommiers, des pêchers très vigoureux et donc le maraîchage, intercalaire. Donc là, on est dans une zone, de production commerciale et qui fonctionne bien. On retrouve ces mêmes systèmes, plus vers l'ouest, donc à Verdun-sur-Garonne, à côté de Toulouse, mais dans un système différent puisque la recherche de l'arboriculteur, enfin de l'arboriculteur maraîcher, c'était de produire de l'ombre avec les arbres fruitiers et c'est là qu'on se rendra compte que, l'arbre fruitier, en fait, produit peu d'ombre et ça a été une crainte pendant un temps, d'implanter du maraîchage sous des arbres fruitiers par peur d'avoir trop d'ombre et on se rend compte que dans le sud de la France, finalement, l'arbre fruitier n'en fait pas suffisamment et on cherche à créer, cette ombre par des arbres qui sont encore plus hauts, donc au-dessus des arbres fruitiers. Donc il avait fait greffer ces arbres en haute tige, avec un double greffage, donc un premier greffage à la base pour faire un tronc bien droit, comme ça se fait sur les hautes tiges, de pommiers à cidre normand. Donc il a fait greffer, tous ces arbres, en double greffage. Donc là, on voit un poirier et ses légumes qui sont, latéralement sur la rangée, sous les arbres ou latéralement. Donc il a planté par contre par espèce, donc un alignement, de poiriers, un alignement de pêchers comme on le voit ici, donc avec, ces cucurbitacées qui couvrent le sol. Un exemple plus récent, c'est le château de Chambord. Donc ça n'est pas une expérimentation, mais c'est un système un peu, expérimental en France dans la mesure où il a été, conçu par 2 Québécois, et un Français, donc Jean-Martin Fortier, et un autre, et Alexandre Guertin, donc québécois, qui, ont lancé les systèmes maraîcher à haute productivité en bio et s'est associé, heu, Baptiste Saunier qui est un Français qui a créé la société Cultive pour adapter ces systèmes-là à haute productivité, maraîchage fruitier en France avec une école et donc le château de Chambord a lancé ces systèmes mixtes, vraiment mixte avec beaucoup de plantes différentes, y compris, des plantes, ornementales ou florales et une commercialisation, bah, pas seulement au château de Chambord, mais à l'extérieur. Donc on aperçoit donc, des arbres fruitiers conduits sous différentes formes. Donc là, on est sur la forme palmette, mais on verra qu'il y a aussi d'autres systèmes et des plantes qui sont, plutôt, des plantes, médicinales, du romarin, de la lavande, des fenouils, pour couvrir le sol et là, dans une autre parcelle, on voit heu, des pommiers greffés sur M9 à haute densité, palissés, donc le verger de pommiers, le plus moderne possible, mais en association avec, soit des parcelles maraîchères, mais là, c'est vraiment du maraîchage, à grande dimension et des plantes intercalaires comme, du sarrasin là, qui fleurit tard, ou d'autres plantes. Donc ça, c'est des systèmes qui sont en train de se mettre en place, qui existaient déjà, en Asturie. Donc on voit, des pommiers et il y avait des kiwis aussi avec le maraîchage intercalaire. Donc là, on est sur le kiwi. Donc on voit le maraîchage intercalaire. Donc ça peut paraître, difficile de venir faire les récoltes et et il est évident que, la progression, avec du machinisme est assez difficile. Donc il faut des 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 outils tout à fait adaptés pour ces systèmes, mixtes à hyper haute densité. Autre, association,
agroforestière pour le coup, donc d'arbres fruitiers, de chênes, de vignes et de cultures intercalaires. Donc ce sont des chênes truffiers, plantés, alternativement avec des pruniers, donc un prunier, un chêne truffier, un prunier, un chêne truffier, des vignes, heu, entre et des distances entre les lignes suffisamment grandes, donc de 36 mètres pour passer, une moissonneuse-batteuse, compte tenu du fait qu'entre les rangs, ce sont des céréales, donc des céréales, de blé, majoritairement blé ou seigle, de variétés anciennes et qui sont toutes travaillées à l'entreprise, donc domaine de Saint-Géry, dans le Lot. Au Québec, ces systèmes se mettaient en place avec, du sarrasin entre les parcelles de vignes et les parcelles de pommiers et on voit avec une, une tonte extrêmement tardive, des herbes, donc on peut penser qu'il y a beaucoup d'herbes dans la parcelle, mais c'est tout à fait, volontaire et donc l'attente, c'est que ces plantes, spontanées fleurissent avant d'être tondues. Alors l'association peut se faire aussi avec de l'élevage. Le premier qui, a installé des moutons, dans l'Orne, c'était, Jean-Yves Filâtre qui a introduit les moutons de race, Shropshire, qui a priori ne mangent pas les écorces. Donc, la plupart des animaux de cette race ne s'attaquent pas aux écorces, ce qui lui a permis de faire tondre son verger, qui est un verger à haute densité, donc greffé sur M9, donc les arbres sont plantés très serrés, en axe vertical, mais on voit la taille des, des- des branches les plus basses, parce que si ces moutons ne mangent pas les troncs, ils ont besoin, enfin ils ont besoin évidemment d'éléments nutritifs qu'ils trouvent dans les bourgeons des arbres et toutes les branches basses seraient mangées consciencieusement par ces moutons. Donc il a il les a introduits pour, limiter la tonte, d'une part, mais il ne les a pas introduits en grande bande, hein, il y a que quelques moutons, sur 8 hectares. Il avait mis des oies et des poules et quelques cochons, vietnamiens, de façon à amener, les enfin le résultat de l'apport de matière organique va se faire par la tonte de l'arbre de la tonte de l'herbe, le passage par les systèmes digestifs et les fécès qui ramènent à la fois des produits azotés riches en micro-organismes directement sur les sols et ça c'est extrêmement efficace pour, limiter la propagation des maladies. Il avait beaucoup moins de maladies, dans ce verger. On retrouvait ces systèmes, d'élevage ovin et de pommiers. Donc là, on est en Asturie, ce sont des pommiers à cidre, mais des pommiers à cidre, heu, qui sont greffés sur des porte-greffes semi-vigoureux, en axe vertical, mais protégés, consciencieusement protégés, des moutons qui, pour le coup, ne sont pas, des moutons qui ne mangent pas les écorces. Donc comme la pomme acide se récolte au sol, les ovins sont mis, après les récoltes, hein, pour des raisons, sanitaires. Mais, l'idée étant aussi, de faire une production mixte et d'apporter par l'élevage, la transformation de l'herbe, et donc une transformation microbiologique de la partie, herbeuse, donc de la partie végétale de de la parcelle. Et là, ce que l'on voit, c'est toujours, dans la même enfin, une parcelle voisine, donc l'arbre n'est plus protégé contre les moutons, mais donc on voit que c'est un pommier conduit en axe vertical, mais en haute tige. C'est de l'axe vertical en haute tige, sélectionné, à la station expérimentale de Villaviciosa en Espagne, de croisement entre variétés anciennes et variétés résistantes, à la tavelure. Alors cet élevage peut être aussi, un élevage, prioritaire.
c'est l'activité commerciale de l'entreprise est vraiment basée sur l'élevage ovin, heu et la partie, fruitière, donc que vous voyez plus jeune, va être, pas secondaire, mais va arriver en 2e ressource. Par contre, cet élevage qui est, important avec un grand nombre d'animaux, va être conduit en pâturage tournant, c'est ce qu'on appelle le pâturage tournant dynamique, où des grandes bandes d'animaux vont rester sur les mêmes parcelles, entre 1 et 3 journées et tourner, entre les lignes, dans les entrelignes des arbres qui restent protégés par des clôtures, de façon à éviter les dégâts, hein, puisque les animaux, dans les vergers, les animaux font pas bon ménage avec les arbres fruitiers, il faut le savoir, il faut les protéger consciencieusement. Mais ces pâturages tournants font que d'abord on ne constate pas de surpâturage, donc il n'y a pas de tassement de sol et on bénéficie là d'un apport, azoté, de grande quantité et selon la région, quand elle est humide ou sèche, le retour sur les mêmes parcelles se fait, toutes les 3 semaines, voire tous les 6 mois lorsque, la le climat ne permet pas de revenir sur les parcelles par manque d'herbe. Une autre parcelle agroforestière, mais cette fois avec des volailles. Donc de même, hein, c'est un pâturage, tournant. Les volailles reviennent, heu, restent une semaine ou 1 mois, selon, la quantité d'herbe, et selon la quantité de volailles, dans les mêmes entrerangs. Et puis, on peut aussi utiliser, heu, les moutons là en grande quantité, surveillés par des bergers pour tondre l'herbe dans les rangées de vignes, mais lorsque la vigne est associée avec des arbres fruitiers, là, il se trouve que ce sont des amandiers, il est absolument nécessaire que, ces grands troupeaux soient, surveillés en permanence par un berger et font des passages extrêmement rapides sur les parcelles. Donc là, on était, sur des amandiers et sur des figuiers. Voilà, j'en ai terminé pour, aujourd'hui et j'ai essayé de brosser le tableau de l'arboriculture, à travers les différentes périodes et ces différentes arboricultures, traditionnelles, classiques et donc productives, plus cette évolution vers, l'arboriculture agroécologique sur les 40 dernières années. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci. Eh bien, merci pour tous ces détails. Est-ce que vous voulez bien répondre à une ou deux questions? Oui, bien sûr. Du coup, on avait Mailleux. Je crois que vous aviez plusieurs questions. Si vous pouviez faire synthétique, ce serait pas mal. Mais je n'entends pas. Non, moi non plus. Il est... Alors, il est peut-être déconnecté. Je n'entends pas. Bon. Est-ce que quelqu'un a une question sinon? Mais je vois que les micros sont coupés. C'est vous qui avez coupé les micros? Oui, bonsoir. Non, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. J'avais juste une question. Vous parlez à plusieurs reprises, il me semble, de plan de campagne, sans détailler ce que vous mettriez, enfin ce que vous conseillez en fait comme type de plan de campagne. Alors voilà. Bah, à vrai dire, je n'ai pas d'espèce particulière. Je crois qu'on a à peu près, tout essayé et on a on n'a pas de il n'y a pas de problème particulier. Donc, celle qui peuvent vous être utile pour votre, commercialisation, hein, pour l'entreprise, ça peut être,
des plantes, type, romarin, enfin à condition de pouvoir les commercialiser, de la lavande si vous récoltez, les fleurs, ça peut être tout simplement, des fleurs qui ne servent, si l'on peut dire, qu'à apporter, une source de nourriture aux insectes auxiliaires, à des périodes où ils n'auraient rien d'autre à manger, dans le verger comme, je vous ai montré les astères, mais ça peut être aussi des lierres, hein. Il y a des lierres maintenant qui couvrent les sols. Hem, Et, voilà, je et, mmh, oui. et justement, par rapport aux lierres, vous parliez d'arbres porte-lierre, c'est ça? Ou enfin qui Oui, sont particulièrement adaptés. Et ça, ah, c'est quel type de variété? non, non, c'est pas, c'est l'arbre à lierre, c'est en fait des lierres qui se sont laissées, sur les arbres, qui ont poussé spontanément sur les arbres et lorsque les arbres meurent, on laisse, on coupe la tête et on laisse le lierre, on laisse l'arbre comme poteau au support de lierre. D'accord, C'est le lierre spontané, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. je vous en prie. Merci. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, bonjour. Bonjour, je vais me permettre de reprendre la question soulevée par Maïus que j'ai trouvée intéressante. C'était savoir si vous aviez des références technico-économiques sur les nouvelles arboricultures agroforestières, comme vous les montrez, notamment sur les rentabilités financières, les besoins de main-d'œuvre, les temps. Voilà, je sais qu'au niveau comment dire, ils mènent des études sur ce sujet-là pour le verger circulaire de l'INRA. En Tout tout à cas, fait. ils essaient de mesurer ça. Mmh. Euh, Tout à fait. Ils sont pas exactement à l'équilibre par rapport au marché actuel, mais est-ce que peut-être vous connaissez d'autres... Bon, bah, c'est-à-dire que là, le verger circulaire est très jeune, hein. C'est Oui, vraiment, c'est tout à fait récent, donc ils auront vraiment des résultats, dans 10 ans à peu près. De même au grabe, mais ils n'ont pas fait le système, le système complet. C'est-à-dire que les arbres, c'est de l'herbe qui est sous les arbres, c'est pas il n'y a pas de plantes, il y a pas de plantes qui ont été implantées. Non, moi je n'ai aucun résultat, économique, à la limite trop récent et on s'est basé nous plutôt sur, à répondre à une demande puisqu'il y avait des demandes de développement d'arbres fruitiers, enfin d'implantation d'arbres fruitiers sans aucun traitement et en particulier, dans des collectivités, publiques ou chez des particuliers ou comme, l'association avec les chênes truffiers, c'était, ne pas traiter les arbres fruitiers. Comme on avait testé la 1re plantation avait été faite, par nos soins donc en 1996, on en avait testé plusieurs, sur le Conservatoire végétal d'Aquitaine et ensuite, on les a implantés, on a fait, peut-être une centaine de haies de ce type-là, qui nous a permis de constater qu'effectivement, il y a de très bons résultats au niveau au niveau sanitaire, hein. Mais, on n'a pas pu, on a fait cette observation agronomique, si vous voulez, mais on n'a pas pu aller, plus loin, pour le moment et pour nous, c'est une chance de voir que, l'INRA, se penche sur le problème et aura plus de moyens que nous pour le faire. ok, je vous remercie. Je peux me permettre une deuxième question? Oui, je vous en prie. Sur du coup, dans la continuité de ça, est-ce que vous avez des pistes de chemin de mécanisation et autres, sur le design global que pourrait avoir un verger, un peu justement dans ce même esprit du verger circulaire. Je pense notamment souvent en fait dans les projets dits agroforestiers, il y a souvent euh, des propositions de travail topographique et de guider les eaux, garder les eaux dans la parcelle, dans la pente, ou même que ça fasse office de drainage. Par là, Oui, est-ce que oui. vous avez vu des choses intéressantes dans cette Oui, direction-là? les techniques d'hydrologie, régénérative, bah, j'en suis, je suis, allée dans la Drôme, aux alvéoles. Ils ont effectivement, implanté des systèmes avec des baissières et
et des pentes très douces de façon à limiter la progression de l'eau, mais tout en permettant cette progression, hein, avec des pourcentages de pente faibles, en suivant les courbes de niveau. Donc là, c'est en train de se mettre en place. Mais enfin, il y en a une en place aux Alvéoles, donc dans la Drôme. Oui, C'est, je- j'ai pu les rencontrer. J'ai vu aussi le jardin qu'ils avaient construit. Mais vous n'avez pas d'autres espaces, France, Europe, qui soient sur des modèles similaires un peu plus installés? Ah bah, non, plutôt plus récent. Ouais, C'est en ok. train de partir, c'est plutôt plus récent. C'est tellement nouveau, ça arrive juste en France, vous savez. Puis il a fallu. D'abord, il faut que l'idée arrive, et puis ensuite, ça demande là beaucoup de travaux, travaux de sol, travaux de modification des parcellaires, avec souvent des gros outillages. Donc, maintenant, on est prêt à partir là-dedans. Mais alors, il y a Heu, la société Almandera qui a priori, l'a fait pour les plantations d'amandiers, dans le sud-est et en Lot-et-Garonne, mais bon, c'est encore un peu difficile d'aller, visiter. Ok, j'ai déjà une piste. Je vous remercie. Merci. Léa, vous avez levé la Oui, main. bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. Moi, je me posais la question, vous aviez l'air inquiète des haies qui se réduisent en largeur. Mmh. Est-ce que c'est pour les haies, plutôt les haies bocagères parce que dans les exemples que vous montrez, souvent les lignes sont uniques. Il n'y a pas vraiment d'épaisseur de haies. Enfin, sur la vigne, Ah, donc, dans ce cas-là de production, est-ce que on reste sur une ligne et en bocagé, on en met plusieurs ou voilà, qu'est-ce que alors plusieurs, lignes de haies, je le vois pratiquer, enfin, je crois que ceux qui le font vont vite, déchanter, c'est très compliqué à gérer. Il vaut mieux avoir des plantes qui couvrent et qui soient, maintenues suffisamment larges. Alors pour la vigne, je n'ai pas pu le préciser parce que là, j'ai j'ai fait ça relativement, c'est une présentation relativement rapide malgré tout. La vigne, à mon avis, n'est pas suffisante. C'est pas une plante qui prend suffisamment de largeur. Donc il faudrait un couvre-sol par-dessous, sous la vigne. Lorsqu'on associe des arbres fruitiers avec de la vigne, ce qui me paraît tout de suite évident, c'est que la vigne ne prend pas suffisamment d'épaisseur, sauf dans des régions, très humides, un peu comme en Béarn, on a une végétation qui est quand même, un peu plus dense. Mais la plupart du temps, la vigne n'est pas suffisamment épaisse et on va pas mettre 2 rangées de vignes. Donc l'idée, c'est de couvrir le sol, avec d'autres plantes. merci. Merci. Bon, on va s'arrêter là. Merci Evelyne pour tous ces éléments. Et une quatrième du coup intervention au mois de juin, donc le 16 juin. Oui, on Ah, va parler de taille, de conduite et de taille. parfait. Bon, eh bien, Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. bonne soirée à tous. Merci d'être venus. Merci. Visio. Merci, bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne soirée. Oui, au revoir. Au revoir.